Maître Liénard, vous êtes donc en direct avec nous. Qu'est-ce qui vous choque dans cette décision? C'est que pour vous, il y a un deux poids, deux mesures? Il faut que vos auditeurs comprennent les questions de détention parce que c'est rarement expliqué. Il y a deux types de détention. Il y a la détention en exécution de peine quand on a été condamné et il y a la détention provisoire pour celui qui n'a pas encore été condamné. Celui qui n'a pas encore été condamné, il bénéficie de la présomption d'innocence. Alors évidemment, tout le monde saute au plafond parce qu'on sait qu'il n'est pas innocent, entre guillemets, puisque c'est lui qui a commis l'acte. Mais ça va au-delà, la présomption d'innocence. C'est que peut-être est-ce que cet acte est couvert par une disposition légale qui le permettait. Donc le débat est là. Donc tant qu'on n'a pas statué là-dessus et tant qu'il n'a pas été jugé par un juge ou par un tribunal ou par une cour d'assises, mon client est présumé innocent, il a le droit à la liberté parce que c'est le principe. L'exception à ce principe, c'est le contrôle judiciaire. Si il y a un risque d'évasion, s'il y a un risque de collusion, un risque de concertation, la loi prévoit pas mal de situations. Et le risque de collusion, c'est un peu ça que dit la Cour d'appel. Oui, on ne veut pas qu'il se concerte avec son collègue. Voilà. Dans ces cas-là, c'est le contrôle judiciaire. Et si le contrôle judiciaire ne suffit pas, c'est la détention provisoire. Mais la détention provisoire doit rester exceptionnelle, puisque l'individu est présumé innocent. Ce qui me choque, c'est que ici, nous avons la détention provisoire pour une personne qui n'est pas un délinquant, qui n'est pas un malfaiteur, qui n'est pas un trafiquant de drogue. Il ne va pas partir au Guatemala. Il a l'ensemble de sa vie familiale, de sa vie amicale qui est en France. C'est un homme qui est établi socialement, qui a un casier judiciaire vierge et qui, au-delà de ça, est dépositaire de l'autorité publique et a consacré sa vie à faire respecter la loi. Donc, c'est très choquant de prendre cet individu et de le traiter comme un délinquant qui voudrait faire pression sur les victimes ou des choses comme ça, et de le mettre en détention. Au final, et tout le monde le sait, on le met en détention pour éteindre l'incendie social. Et pourtant, la mise en détention de votre client la semaine dernière n'a pas empêché les nuits d'émeute. Donc, vous comprenez aussi que c'est une décision politique. C'est ce qui est écrit entre les lignes? Alors, non seulement ça n'a pas empêché les nuits d'émeute, mais le pic de violence, c'est le jour où on a mis mon client en détention. C'est le 29 juin. Il a été placé en détention à 17h, à 20h, l'ensemble de la France brûlait. Ça montre le défaut de corrélation entre cette réponse judiciaire de mettre une personne en prison et les émeutes auxquelles on assiste. Ça n'est pas du tout corrélé et il va falloir quand même que la justice l'entende. Donc vous dites qu'en fait, c'est un prétexte, ces émeutes, on a pris le prétexte de la mort de ce jeune homme pour se livrer à des pillages, des saccages. Alors pour moi, ça ne fait pas de doute. D'ailleurs, on voit que ce sont effectivement des saccages et des pillages. Quand on va piller un magasin Lacoste, ce n'est pas parce qu'on est triste pour la mort de Naël. Attention, hein, il y a un drame dans ce dossier, évidemment. Il y a la mort d'un homme, mais qu'au nom de cette mort, on fasse n'importe quoi et on se fasse plaisir, entre guillemets, à tirer des mortiers d'artifice toute la nuit sur les fonctionnaires de police, c'est totalement déraisonnable. Et d'ailleurs, ce dossier est totalement déraisonnable. Vous dites que dans le parcours de votre client, rien, évidemment, ne laissait présager un tir mortel. Est-ce qu'il a pris évidemment conscience de la gravité de ce qui s'est passé? Vous aviez dit, lors de sa première audition, son premier mot a été pardon, son dernier mot était pardon. Il est toujours dans le même état d'esprit aujourd'hui? Ah oui, bien sûr, il est abasourdi. En fait, ça le dépasse complètement. Vous savez, c'est un homme, un bon père de famille, un homme qui a combattu pour la France, mais qui n'avait jamais tiré sur quelqu'un. Il n'a jamais utilisé une arme de sa vie. Il était militaire. Hein. Il était militaire, il a été déployé en Afghanistan, il a eu la chance de ne pas avoir tiré. Il ne sait pas ce que c'est, en fait. Il n'est pas rentré dans la police pour ça. En revanche, il portait une arme et il savait que ça pouvait arriver, bien sûr. Et ce jour-là, il a été contraint d'utiliser cette arme. Mais c'est un terrible moment de solitude, vous savez, pour quelqu'un qui, déjà, se retrouve avec une arme à la main sur la voie publique, c'est quelque chose d'assez effrayant, mais de devoir tirer sur quelqu'un, c'est terriblement effrayant. Dans quel état d'esprit il est aujourd'hui? Noémie Schulz disait qu'il est abattu, qu'il ne voit personne, il écrit. Alors il écrit, il reste combatif quand même. Il reste combatif quand même parce qu'il sait qu'il est entouré, il sait qu'il est soutenu. Nous lui avons passé les centaines de messages de soutien que nous recevons. Nous recevons tous les jours au cabinet des lettres de gens qui nous envoient un chèque de 30 €, un livre, des chocolats, des gâteaux. Les gens, ils envoient ce qu'ils peuvent pour l'aider et surtout des messages de soutien. Ils disent qu'ils sont avec lui. Moi, je lui ai dit, alors je viole mon secret professionnel un petit peu,
Mais pourquoi pas? Après tout, tout le monde le viole aujourd'hui. Donc je lui ai dit que j'étais assis dans la cellule avec lui, et je suis assis dans la cellule avec lui. Et je vais me battre tous les jours pour qu'il en sorte. Donc, c'est-à-dire que vous allez présenter à nouveau une demande de remise en liberté dans les prochains jours? Oui, bien sûr, parce qu'il n'a rien à faire en prison. Quitte à ce que elle soit refusée, vous irez jusqu'au bout, en fait, de la procédure. Oui, nous irons devant la chambre de l'instruction en espérant qu'à un moment les choses s'apaisent et qu'à un moment les magistrats n'aient plus peur de le laisser libre, parce que je pense que c'est une peur. Donc ils n'agissent pas en fonction du droit, c'est ce que vous nous dites ce soir, maître. Ils agissent par peur de créer à nouveau des troubles à l'ordre public. C'est une application de la loi qui me dérange. Voilà, je ne peux pas contester une décision de justice, hein. On la conteste par des voies de droit, on ne la conteste pas publiquement, mais c'est une application de la loi qui n'est pas mienne. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est ému de la publication d'un magazine qui s'appelle Oise Hebdo, où on voit une photo de votre client à visage découvert, avec des informations extrêmement précises sur son lieu de résidence. Malgré nos demandes de retrait de ce contenu irresponsable, dit le ministre de l'Intérieur, celle-ci persiste. Je saisis le procureur de la République. C'est une mise en danger de la vie de votre client? Oui, c'est totalement irresponsable, mais surtout, à quoi ça sert? Quel est l'intérêt pour lui de publier ça, à part faire le buzz, se faire connaître, faire parler de lui, faire parler de ce magazine? C'est inqualifiable. Inqualifiable et évidemment irresponsable. C'est une petite ville, hein, la ville qu'il cite, c'est une petite ville. Il y a 4000 habitants. C'est assez facile de retrouver cette famille et c'est assez facile de passer à l'acte violent contre elle. Cette famille qui n'a rien demandé, hein, il y a une femme qui n'a absolument rien demandé, qui n'est pas l'auteur de ce tir mortel et qui a droit quand même à la paix et au respect. C'est la moindre des choses. Elle est menacée aujourd'hui? Oui, elle est menacée. Son épouse évidemment. Et son enfant? Elle est menacée, son enfant est menacé, ils sont sous protection, 24 heures sur 24. C'est très lourd, évidemment, parce que vous avez la conscience de la menace qui pèse sur vous, et puis vous avez le poids de cette protection. Ce sont des vies brisées, hein. Les vies de cette famille sont brisées, alors que voilà, c'est un policier qui a agi dans le cadre de la loi, en fonction des préconisations de la loi et en fonction de ce que l'on lui avait appris en école de police sur ce type d'événement. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'il a fait un acte qui est terrible, qui est très choquant. On a tous été choqués par cette vidéo, moi le premier. Quand vous l'avez vu, la vidéo, vous avez dû... Là, c'est compliqué comme dossier. J'étais glacé, mais comme lui, quand il a vu la vidéo pour la première fois, il était glacé aussi. Parce que c'est terrible de voir en vidéo un policier qui tue un homme. C'est évidemment terrible. Mais on leur apprend ça en école de police, on leur apprend à protéger leur vie et la vie des autres au moyen de l'arme létale qu'ils portent, si c'est nécessaire, si c'est indispensable. Et en l'espèce, c'était indispensable. C'est-à-dire qu'il explique son geste par le fait qu'il voulait protéger son collègue, c'est bien ça? Non, il explique son geste par la protection de son collègue, par sa propre protection, puisqu'il allait être écrasé par le véhicule s'il partait sur la gauche, et par la protection des autres citoyens, puisque l'instant d'avant, cette voiture a manqué d'écraser des citoyens qui sont complètement innocents et qui risquaient de passer sous ses roues. Donc, il fallait stopper le véhicule. En fait, il y a deux questions. Est-ce qu'il était nécessaire de l'arrêter? Et comment on l'arrête? Est-ce qu'il était nécessaire de l'arrêter? Bien sûr, parce qu'on ne peut pas laisser un gamin de 17 ans au volant d'un véhicule de 400 chevaux faire n'importe quoi et mettre tout le monde en danger. Et comment on l'arrête? Eh bien là... pas par un tir dans la poitrine, évidemment. La justice ne me répond pas. Personne ne me répond. Tout le monde dit que le policier n'avait pas à tirer. Mais s'il n'avait pas tiré, comment est-ce qu'il l'arrêtait, cette voiture? On ne peut pas tirer dans les pneus, ça ne sert à rien. On ne peut pas tirer dans le moteur, ça ne marche pas. On est obligé de tirer dans le conducteur, et c'est d'ailleurs ce qu'on leur apprend en école. On leur apprend, dans ces cas-là, à ouvrir le feu sur le conducteur. Mais plutôt sur les parties inférieures du corps. Ce qu'on leur apprend, c'est à tirer dans la zone létale, et lui a décidé de ne pas le faire. Lui a décidé de viser vers le bas parce qu'il ne voulait pas atteindre une zone létale, justement. Et il l'explique bien. Il dit « j'ai visé vers le bas pour ne pas tirer n'importe où et pour ne pas le tuer ». Et c'est le recul de la voiture. Enfin, c'est la voiture qui avance qui fait dévier le coup. C'est la voiture qui le pousse. Et au moment où il déclenche le tir, la voiture le pousse et l'arme remonte. Et c'est ce qui fait que le point d'impact, malheureusement, est en zone létale. Ça n'a jamais été souhaité. Une question d'Éric Revel, peut-être, sur ce qui s'est passé. Et en même temps, on m'envoie une information qui est intéressante. Au-delà du journal qu'on citait, qui a révélé un certain nombre de détails sur la vie privée de votre client, avant
même cet hebdo, là on m'envoie des captures d'écran qui montrent qu'un site d'extrême gauche et un site d'un rappeur avaient diffusé déjà en amont, enfin vous étiez sans doute au courant, et là je suis absolument stupéfait parce que le ministre de l'Intérieur et ses services tombent donc des nues alors que cette information a été diffusée de manière assez large le 30 juin pour le premier et le 4 juillet pour le second, avant que l'hebdo dont on parlait tout à l'heure fasse la même chose. Moi je trouve ça... Le 30 juin, on a même publié l'adresse. Voilà. L'adresse précise. Tout Voilà, à fait. je trouve ça absolument stupéfiant. Vous voyez, on parlait d'irresponsabilité, mais là, jeter en pâture une famille comme le font ces deux sites, ça me semble, c'est absolument terrifiant. C'est absolument terrifiant. On se demande ce que recherchent ces gens, sauf à avoir un mort en plus. Mais vous savez. Alors juste ma question, parce que je voulais insister sur ce que disait Laurence tout à l'heure, Ferrari, qui me semble important, c'est que bon, il y a parmi les arguments du parquet, il y a l'idée de ces fameux troubles à l'ordre public. Bon, en toute objectivité, vu le contexte qui est encore très inflammable en France, il y a eu encore hier, même peu d'interpellations, mais il y a encore des reliquages, j'allais dire, d'émeutes. Est-ce que cet argument n'est pas entendable? C'est-à-dire, est-ce que ce ne serait pas vécu comme une provocation par ceux qui défendent l'intégrité de ce garçon Naël, de remettre finalement en liberté? Est-ce que ça s'entend pas quand même comme argument? J'entends parfaitement ce questionnement. Là, on parle du pays. Et ce questionnement, je me le pose à moi-même. Hein. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on décide de privilégier? Est-ce qu'on privilégie l'absence de liberté d'un homme, on le laisse en prison pour assurer la paix sociale, ou est-ce qu'on prend le risque qu'il y ait des affrontements? Et est-ce qu'on ne se met pas en opposition par rapport à ces émeutiers et qu'on règle le problème en luttant contre l'émeute? Parce que c'est dangereux de dire s'il y a un trouble à l'ordre public, je mets en détention. C'est un aveu de faiblesse de l'État. Ça veut dire que tous les policiers qui vont donner une gifle, qui vont donner un coup de poing ou qui vont procéder à un monotage vont se retrouver en détention demain. Pardonnez-moi, mais vous avez répondu à la question dans la première partie de votre réponse quand vous dites est-ce qu'il vaut mieux mettre un homme en liberté ou essayer de laisser en place la paix sociale? Pardonnez-moi, je ne prends pas position en disant ça. Mais vous avez répondu, en fait. Vous dites, oui, la paix dans le pays, si elle peut revenir de cette manière-là, ça se joue. Moi, je suis gêné parce que je suis profondément attaché au respect du droit et au respect de la liberté individuelle. Je suis gêné parce que ça veut dire que l'ensemble des policiers demain vont pouvoir être placés en détention simplement parce que la rue l'exigera. Et il suffira que dans un quartier, ça brûle, qu'on brûle 15 voitures pour que le policier se retrouve en détention. À quoi on va aboutir? On va aboutir à ce qu'on observe maintenant, c'est la démission totale des forces de police. Vous savez qu'il y a de nombreux policiers qui ont fait des rapports disant qu'ils remettaient leurs armes à l'armurerie et que désormais ils n'exerceront plus sur la voie publique pour ne pas se mettre en danger. Ça veut dire un retrait du dernier rempart. Parce que les forces de police et de la gendarmerie, c'est le dernier rempart. C'est ce qui est recherché. On recherche à ce que l'État soit complètement affaibli, y compris dans son dernier rempart, c'est-à-dire les forces de police et de gendarmerie. C'est extrêmement dangereux. On est en train de jouer avec le feu. Moi, je préfère qu'on brûle 15 voitures et qu'on arrête les émeutiers, qu'on les traduise devant la justice et qu'on les condamne. Bien sûr. Fondamentalement, je préfère ça. Maître Liénard, il y a une question aussi qui se pose sur la bande audio de cette vidéo que chacun a pu voir sur Internet. Qu'est-ce qui est dit par l'un et l'autre des deux policiers? Est-ce qu'il y a un moment, l'un d'entre eux dit « shoot-le dans la tête », oui ou non? Alors, mon client conteste formellement être l'auteur des propos qu'on lui prête dans la presse. Après, ce que déclare l'autre policier, ça le regarde, c'est le fond du dossier, c'est le secret de l'instruction. Je ne vais pas vous le révéler publiquement. Mais en tout cas, évidemment, le mien conteste totalement être l'auteur de ce type de Il a dit quoi au jeune conducteur? Il a dit coupe le moteur, c'est ça? Pour qu'il coupe le contact. D'accord, effectivement. On sait que votre client est désormais en détention, sa remise en liberté a été refusée. Les procédures peuvent durer des années. Là, je ne parle pas de la détention, mais de la durée de la procédure. Ça peut durer quoi, des mois, des années? Le pire que j'ai eu, c'est 12 ans. 12 ans. 12 ans. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour votre client pendant tout ce temps-là? Mon client, il va falloir qu'il fasse preuve d'une extrême patience, comme tous les gens qui sont pris dans cette machine à broyer qu'est la justice française. Il va falloir qu'il fasse preuve d'une extrême patience et puis qu'il reste combatif sur la durée. Vous voyez, j'ai dîné récemment avec un de mes anciens clients qui a passé 4 ans et demi d'enfer
et qui a été lavé de tout soupçon après 4 ans et demi. 4 ans et demi à se battre tous les jours avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ce sont des gens qui ils s'en sortent pas indemnes, hein, évidemment. On ne se sort pas indemne d'un tel traitement. Donc il va falloir qu'il soit très fort et très patient. Il y a une cagnotte qui a été organisée en sa faveur. Elle a créé beaucoup de polémiques. Est-ce qu'il en a connaissance et comment est-ce qu'il reçoit cela? Alors, on lui a appris, bien sûr. Il est un peu détaché de ça aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, il pense beaucoup à sa famille. Il pense à sa survie et puis il affronte la détention. La cagnotte, il n'a pas du tout pris conscience de tout ça. Et puis ça reste pour lui très éloigné de son quotidien et de sa réalité. La mort du jeune Nel aussi, il en a pris conscience. Ce qui s'en est suivi également, la violence qui s'est déchaînée à travers le pays. Est-ce qu'ils s'en sont comptables ou pas? Alors, comptable de la violence, non. Comptable de la mort du jeune Nel, évidemment. Il assume parfaitement sa responsabilité. Vous savez, c'est un homme qui a vraiment les pieds sur terre. Il assume parfaitement sa responsabilité. Il présente ses excuses, ses profonds regrets. Mais au final, quand on fait le point, quand on fait la part des choses, la somme de tout, il dit « je n'avais pas d'autre moyen ». Et en fait, c'est ça, la clé de tout ça, c'est qu'il n'avait pas d'autre moyen, sauf à laisser cette voiture repartir, et sauf à prendre le risque qu'une famille soit écrasée. Une dernière question, Maître Liénard, quand vous voyez l'instrumentalisation politique autour de cette affaire, les prises de position de la gauche, de la France insoumise, vous dites qu'ils accrochent des cibles dans le dos de tous les policiers de France? Oui, ils accrochent des cibles, ils mettent beaucoup d'huile sur le feu, et je rappelle que dans ce pays, encore, nous avons un droit, et que le droit, il est exercé par les magistrats, et c'est le juge qui juge. C'est pas la presse, c'est pas le politicien, c'est pas le président de la République qui juge d'un acte, c'est le juge. Et il faut laisser ce juge juger. Il a déjà beaucoup de responsabilités, il a besoin de temps, parce que rien ne se fait dans l'urgence. J'ai des journalistes qui m'appellent en disant on est en train de faire l'enquête et donc on prend les déclarations de votre client. Oui, mais tout ça est couvert par le secret de l'instruction. C'est pas aux journalistes de faire l'enquête, c'est aux policiers et c'est aux magistrats instructeurs. Donc laissons ces gens travailler parce que c'est le sens de notre droit et c'est très important que ce droit soit respecté. Un dernier mot, François Pupponi. Maître, vous avez dit qu'effectivement la stratégie de certains, c'est de désarmer la police, qui est le dernier rempart pour les institutions républicaines. Et donc, question personnelle, est-ce que vous-même vous êtes menacé, puisque vous êtes maintenant le défenseur de ce policier? Est-ce que vous avez reçu des menaces? Oui, évidemment. Pléthore d'injures et quelques menaces. J'ai l'habitude d'être menacé, je le suis tout le temps. L'ultra-gauche ne m'aime pas tellement, mais voilà, moi aussi je fais face. Hein, vous savez. Merci beaucoup, Maître Liénard, d'être venu ce soir sur Europe 1 et sur CNews pour nous expliquer dans quel état d'esprit vous êtes et dans quel état d'esprit se trouve votre client.